un système de gestion et aussi de savoir pour faire l'analyse possible de l'expansion. Donc, c'est ça. Moi, j'ai analysé les forces. Les forces qu'on a trouvées, nous autres, c'était que l'entreprise est innovatrice. Ensuite, elle a une forte croissance de marché. Elle est spécialisée dans son domaine qui est des instruments de cuisine. Ensuite, elle a des bas coûts et elle offre une bonne qualité. Sauf faire attention avec les fournisseurs aussi. Ensuite, pour les faiblesses, pour les brevets, c'est sûr que c'est quelque chose qui coûte cher. Et on va faire une analyse plus poussée par la suite. Après ça, les faiblesses à l'application nazie. Aussi, on a remarqué aussi que dans l'analyse du cas, les gestionnaires n'avaient aucune formation. Ça, c'est quelque chose d'important. Ils n'ont aucun contrôle non plus sur les fournisseurs, les coûts des fournisseurs et les coûts d'entreposage. Ça aussi, c'est important. Pour ce qui est des opportunités, ils sont spécialisés, la spécialisation Free Sea, Sushi, Roller, ça on va analyser aussi pour savoir si c'était rentable d'ouvrir d'aller dans le marché du sushi. Aussi, ils voulaient développer sur des opportunités, c'est ça, ils voulaient développer le marché sur Internet. Après ça, il y a les magasins à grande surface et il y a aussi une croissance très rapide. Pour les menaces, les brevets des États-Unis, ça va être différent sûrement parce que ça, on n'est pas spécialisé là-dedans, mais il y a une analyse plus poussée qu'il va falloir faire. Il n'y a aucune étude de marché pour la possible expansion qu'on a remarqué aussi. Nous autres, on voudrait apporter pour les responsabilités en cas d'expansion, pour M. Anderson, le PDG, dans le fond, il faudrait dire qu'il se concentre plus précisément sur la gestion de l'entreprise et non sur les développements. Fait que nous autres, on a attribué à KIC le VP marketing de développer le contact avec les clients. Pour ce qui est des 3 assistants aussi en vente, on leur a dit, eux autres, on leur dirait de développer l'expansion des clients seulement. Pour les développeurs, il faudrait qu'ils se concentrent vraiment sur les designs des produits, qu'ils se concentrent vraiment là-dessus. Après ça, pour l'entrepôt, ben là, si c'est la personne qui s'occupe de l'entrepôt, c'est correct. Madame Cri, on a remarqué qu'elle a une formation en secrétariat et non une formation en comptabilité. Donc, nous, ce qu'on préférait, ce serait d'utiliser un comptable agréé pour, justement, élaborer les états financiers. Puis aussi, le banquier exigeait que ce soit des états financiers vérifiés. Donc, c'est pour ça qu'on recommande d'engager un comptable agréé. Pour ce qui est des ratios d'endettement, c'est de 63,28%, ce qui est bien parce que dans le fond, ça veut dire qu'il y a, c'est quand même un bon ratio, sauf qu'on n'a pas l'analyse du secteur. Ce serait important de vérifier pour une possible expansion. Les ratios de liquidité, c'est supérieur à 1,83, donc ça c'est bien pour l'entreprise. Et le ratio de marge bénéficiaire est de 19,5. En ce qui concerne la problématique avec les brevets, c'est qu'ils sont achetés bien souvent avant même que l'étude de marché soit faite. Quand l'étude de marché démontre que les produits ne sont pas viables, ils ont payé le brevet quand même pour rien. Ils peuvent quand même aller étudier, voir si le brevet existe déjà, vu que les coûts sont quand même pas tellement chers, et que ça n'engage pas vraiment rien, pour vérifier. Ensuite, si c'est positif, aller avec l'étude de marché, pour ensuite c'est viable, on y va, on achète des brevets, c'est un nouveau compris. L'enregistrement des brevets aussi pour ce qui est de l'expansion, par rapport à l'expansion au Canada et aux États-Unis. Au Canada, je vois aucun problème. L'entreprise est déjà enregistrée au fédéral et les brevets sont valides partout au Canada. Fait qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais pour ce qui est de l'expansion aux États-Unis, il faudrait juste valider la réglementation des brevets et s'assurer qu'il n'y a pas de coûts supplémentaires et qu'ils sont aussi bien protégés qu'au Canada. Ils sont toujours disponibles aussi. Ils sont toujours disponibles aussi. Ça, c'était déjà quand même vérifié avec l'enquête criminelle. C'était vérifié au Canada et aux États-Unis. Pour ça, l'expansion aux États-Unis, ce serait peut-être un petit peu plus à faire attention. Mais au Canada, il n'y avait aucun problème à mon avis. Donc, c'est pour aller ensuite. Pour ce qui est ensuite des possibilités de financement, les investisseurs intéressés, il y a un gros problème, c'est qu'il apporte 2,5 millions en actions. Puis le capital d'action existant, il est juste de 1 million. Donc, M. Anderson a porté le contrôle de l'entreprise tout de suite. Pour ce qui est ensuite de l'émission d'actions privilégiées, ce côté-là, c'est bien d'un sens parce que tu conserves le contrôle de l'entreprise. Mais les dividendes sont cumulatifs, c'est-à-dire que tu peux toujours tu dois, peu importe, si tu ne le verses pas tout de suite. Et ils sont déductibles aussi l'impôt.
Moi, je proposerais surtout l'emprunt à long terme, parce que bien sûr, les intérêts sont déductibles, mais aussi on conserve un ratio d'endettement qui est quand même respectable, on conserve une marge de manœuvre qui a beaucoup de bon sens, qui est sérieux à faire. Je vais maintenant passer la parole à Mathieu. Donc, vous avez parlé de la possibilité d'aller de l'avant vers la machine pour faire des sushis. Dans le fond, c'est une entente avec un sous-traitant. Vous allez débourser la machine, puis à ce moment-là, ils vont vous fournir les produits. On a fait une analyse financière qui est une valeur actualisée nette. Le taux qu'on a pris pour actualiser les flux monétaires, c'est le taux, en fait, que mon collègue a suggéré. Donc, on parlait d'endettement. Donc, on était de l'avant avec le taux à plein pot qui est de 3,9 %, le taux d'endettement. Donc, premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous avez soumis votre étude de marché. Il y avait plusieurs prix de vente, différentes quantités, etc. Je vais vous expliquer qu'une petite lacune au niveau de la quantité, c'est bien des unités et non pas des dollars. Donc, on a calculé c'est quoi les ventes brutes, ainsi que la marge au coût variable que vous pourriez dégager avec l'étude de marché que vous avez dénoté là. Notre choix s'est porté vers le 36 $ et la quantité à 200 000 unités qui maximise la marge au coût variable après les redevances. Donc, ça, c'est le choix qu'on fait. Donc, on a développé un petit peu plus au niveau des flux monétaires. Donc, ce qu'on a fait, en fait, on a été sur les 10 années du projet. On a pris les redevances, variations, croissance des ventes, etc. On a fait des flux après impôt, bien entendu. Puis, ça nous donnait, on a fait le cumulatif un petit peu plus tard. Au niveau de la croissance, vous aviez supposé entre 3 et 5 excusez-moi, pour les premières années. On a dû prendre un taux moyen de 4 ce qui est quand même relativement marginal comme choix, là. Mais tout de même, ça a été un choix qu'on a fait dans notre analyse. Ensuite de ça, on a fait l'actualisation. Je ne développerai pas plus longtemps au niveau des facteurs d'actualisation, etc. Donc, ça nous donnait des flux monétaires de 1 405 000 et des poussières. Ensuite de ça, je ne veux pas la machine avoir un impact d'un point de vue fiscal au niveau de l'amortissement, on utilise et tout ça. Donc, l'avantage fiscal qui en découle du 650 000 est de 51 000 et des poussières, encore une fois, sur la période de 10 ans. Compte tenu d'une machine qui va être, j'imagine, vraiment dû utiliser après ce projet-là, il y a tout de même des pertes d'économie d'impôt aussi. Il faudrait par contre, il y a quand même un montant assez important au niveau du montant forfaitaire que le créateur de cette machine-là demande. Il demande 1 million de montant forfaitaire, plus 15 des redevances. Puis la machine qui demande 650 000 de débourser. Donc, je ne veux pas, d'un point de vue actualisé, ça donne quand même une valeur qui est négative. Donc, pour le projet, c'est peut-être un petit peu moins avantageux de cette facette-là. C'est certain qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte d'un point de vue qualitatif. On s'attend que la demande est quand même présente au Québec. On sait que c'est des tendances de marché. Donc, ça peut être important d'embarquer dans le bateau de ça peut continuer à croître. Il peut y avoir aussi des éléments supplémentaires à prendre en compte au niveau des ventes, des croissances imprévues, etc. Aussi, ça suit une préférence, vos préférences en fait. Vous appréciez ce type de produit-là, vous voulez aller de l'avant avec ça. Donc, dans votre cas, c'est quand même un des avantages importants à prendre en compte. Vous voulez aimer l'entreprise, vous voulez aimer les produits que vous faites. Donc, c'est un plus de ce point de vue-là. Vous allez aussi, par contre, vous allez aussi faire en compte de la stratégie de base de votre entreprise. Vous offrez des produits à plus ou moins 20 $, plus ou moins 20 $ pour l'instant. Là, ce qu'on vous suggère, c'est d'aller vers un produit qui est environ à 36 $, 34 $. Donc, vous sortez un petit peu de votre zone de confort actuellement. Aussi, vous avez dénoté que vous baissez vos prix de vente parce que la concurrence se renforcit avec le temps. Dans votre cas, on dénote déjà une vanne négative. On a supposé la stabilité de votre prix de vente avec les années. Si le prix de vente diminue, les recettes diminuent, pas besoin de développer plus que ça risque de diminuer encore plus la vanne et les recettes qui vont en découler. Donc, si on fait un bilan de tout ça, d'un point de vue financier, puis d'un point de vue du fait que vous sortez de votre champ d'expertise, c'est pas avantageux d'aller de l'avant vers ce produit-là. Donc, on refuserait l'entente avec le sous-traitant. En fait, on n'attendrait pas l'entente avec le sous-traitant. Éventuellement, ça ne veut pas nécessairement dire que ce ne soit pas viable, mais pour l'instant, financièrement parlant, ça ne l'est pas. Donc, on n'irait pas de l'avant avec ça. Il y avait différentes problématiques au sein de l'entreprise que vous avez parlé. On a essayé de développer un petit peu pour vous guider un petit peu à ces points-là. Premièrement, au niveau comptable, vous avez parlé de provision pour garantie qui était estimée à plus ou moins 5 %, plus ou moins 3 % de plus qui est entre guillemets. Dans ce cas-ci, malheureusement, de point de vue comptable, vous allez devoir comptabiliser une provision à 8 %. Si c'est probable que ça se produise, il va falloir la comptabiliser au niveau du coût de vos ventes, je ne veux pas.
Par contre, vous parlez aussi que ça va avoir un impact au niveau fiscal. Malheureusement, la procédure qu'on garantit n'est pas admissible au niveau fiscal. La seule qui va l'être, ça va être pour les créances douteuses. Donc, ça n'aura aucun impact de point de vue fiscal. Au niveau comptable, ça va en avoir un. Il faut tenir en compte aussi, comme mon collègue l'a dit au début, vous avez une marge de 19,5 %. Donc, on suppose que vos états financiers ont été montés avec le 5 %. Ça va un petit peu baisser votre marge bénéficiaire en allant vers une comptabilisation à 8 % au lieu de 5 %. Donc, encore une fois, ça va être, vous n'aurez pas le choix de le faire d'un point de vue comptable, mais ça va venir juste vos marges bénéficiaires. Ensuite de ça, au niveau des coûts d'entreposage, vous avez parlé qu'afin de bien gérer votre demande, vous avez fait le choix d'avoir un petit peu plus de stock. Mais c'est certain qu'en faisant ce choix-là, vous augmentez beaucoup d'entreposage. Généralement, en faisant affaire avec des sous-traitants, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas contrôler la production proprement dit. Donc, votre zone de contrôle, c'est soit les demandes que vous allez faire à vos sous-traitants ou les coûts d'entreposage, donc gérer, faire du juste à temps ou peu importe. Dans ce cas-ci, ça pourrait être aidant de faire, par exemple, des demandes par Internet, comme mon collègue le dit présent. Comme ça permettrait, mettons, que les personnes font des commandes un petit peu plus à l'avance, ça vous permet de recevoir ces commandes-là, de planifier avec vos sous-traitants pour justement répondre à cette demande-là. Donc, ça viendrait baisser beaucoup d'entreposage éventuellement si vous l'utilisiez à bon escient. Aussi, au niveau des coûts d'entreposage, c'est certain que c'est important de garder une marge de sécurité, un stock de sécurité. De là à dire que ça vient, que d'un point de vue financier, ça devient un coût qui est très important dans votre entreprise et que c'est quand même clair à votre entreprise, les coûts d'entreposage, comme vous l'avez mentionné. Il ne faudrait pas que ça aille jusque-là. Donc, il faudrait peut-être baisser vos marges de sécurité, puis justement trouver une façon d'optimiser vos espaces, d'optimiser la façon dont vous recevez vos stocks et vous gérez la demande. Donc, ça, c'est un petit point à souligner là-dessus. Ça pourrait aussi aller vers un système d'inventaire ou peu importe, une meilleure planification de la demande avec les années précédentes et tout ça. Ensuite de ça, vous allez souligner l'éventuelle présence d'un régime de retraite à l'été 2012. Premièrement, on va devoir faire une distinction au niveau du régime de retraite parce qu'il y en a deux gros qui sont disponibles sur le marché. C'est les régimes à cotisation, c'est les régimes à prestation. De là, se sépare encore une fois en deux autres différents. Ça va être où est-ce que les employés et l'employeur cotisent ou participent dans les deux cas. Compte tenu de la grandeur de votre entreprise, on vous suggérait plutôt d'y aller vers un régime à cotisation. On sait que les régimes à prestation sont quand même relativement plus risqués pour l'employeur. De ce qu'on connaît pour l'instant, on voit aussi des problèmes avec l'hygiène, des choses comme ça. Il y a eu des problématiques avec les régimes à prestation qui ont été mal contrôlés ou trop généreux avec les années. Vu la situation économique actuelle, les rendements sont relativement maigres sur les dernières années. On espère que ça ne sera pas encore pour plusieurs années, mais tout de même, pour l'instant, ça vous engage à payer ces prestations-là, peu importe ce qui arrive, ou à prendre une entente. Donc déjà là, on irait vers la cotisation. Aussi, au niveau de la rétention des employés, en ayant un régime de retraite tout simplement à la base, c'est un avantage social pour les employés. C'est un argument de rétention des employés. Regardez vos employés clés. Ça peut être extrêmement pertinent et avantageux. C'est certain que si on ne parle pas d'une entreprise non plus avec 1000 employés, ou une entreprise qui est très grande non plus. Donc, on se tournerait vers un régime à cotisation et à participation pour l'employé et l'employeur. Comme ça, vous limitez vos coûts, par exemple, là, à la retraite, s'il y a des maigres rendements sur les investissements, etc. Puis, c'est quand même, là, ça favorise la rétention de votre personnel. Surtout que c'est quand même du personnel qui votre besoin d'un personnel qualifié et non pas un personnel de bord de production. Donc, vous avez besoin d'un personnel qui est qualifié autant aux ventes, au niveau de l'administration, etc. Surtout dans le contexte où vous voulez faire une expansion aux États-Unis, etc. Vous avez besoin de votre personnel compétent qui est pas pour s'en aller ailleurs. Ensuite de ça, au niveau des pourcentages de redevance, le projet que vous aviez avec la machine à sushi, il y avait une demande de 15% qui est faite par le créateur ou l'innovant, peu importe comment on l'appelle, ce qui est quand même relativement élevé. Présentement, vous dites que vos redevances sont en moyenne entre 5 et 10%, dépendamment des créations que vous allez vendre et travailler. C'est certain qu'au niveau de l'analyse de notre projet, en ayant des redevances aussi élevées, ça ne nous permettait pas d'aller de l'avant vers les prix de vente plus bas, qui avaient les 30-32 $, ce qui est déjà un petit peu plus proche de votre zone de confort normal. Quand vous avez des redevances à 15%, ça vous occasionne seulement une marge de 60 000 $ avec les prix de vente les plus bas, donc ça vaut beaucoup moins la peine d'aller de l'avant avec ça. Puis on parle encore d'une marge avant impôt. Donc
maintient votre taux d'impôt à 31%. Ça ne vaut pas la peine d'aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, on vous suggérait peut-être de renforcer votre négociation avec ce créateur-là. Ça pourrait peut-être venir influencer justement la valeur actuelle du projet. Donc, si la normalité serait à 10%, pourquoi est-ce que le prix devrait demander 15%? Donc, ce serait de vous poser la question. Ensuite de ça, donc, la façon dont c'est structuré, on est plutôt vers, on a fait une analyse FFOM comme mon collègue Marc-Antoine. D'un point de vue de la machine, ça ne vient pas appuyer justement les tendances de marché. L'analyse financière correspond, l'endettement, ça correspond encore, vous êtes quand même relativement bas, comme il va le dire, parce qu'à contraire avec le secteur, ça concorde, mais au niveau financier, les rendements que vous obtenez sur cette machine-là, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller de l'avant avec ça. On serait prêt à une période de questions. Vous mentionnez qu'avec 5-10%, c'est plus acceptable comme pour les redevances. Avec ces taux-là, est-ce que le projet devient plus rentable? Compte tenu des analyses qu'on a faites, on pourrait nous présenter les détails, mais ça ne devient pas plus rentable d'y aller avec cette machine-là. C'est certain qu'on peut peut-être plus juger avec un prix de vente plus bas, parce que les redevances étant plus basses, ça nous permet d'aller de l'avant un petit peu plus avec des recettes plus basses, donc un prix de vente plus bas, des quantités plus élevées. Mais dans tous les cas, pour le moment, avec les informations, ça ne vaut pas la peine, même si les redevances étaient à 10% ou à 7%, d'aller de l'avant avec le projet. Dans le cas où est-ce que vous seriez arrivé avec une vanne à zéro, est-ce qu'on lance le projet, est-ce qu'on lance pas le projet? Dans ce cas-ci, on a fait une analyse un petit peu quantitative. Donc, c'est certain que vous sortez de votre champ d'expertise. Il y avait certains avantages comme les tendances de marché, etc. Mais compte tenu que c'est hors du champ d'expertise présentement, on ne vous suggère pas, même si la vanne est à zéro, là, on ne vous suggère pas d'aller de l'avant avec ce projet-là. Ça aurait été plus dans le cas parce que la vanne était très positive, ça aurait pu venir balancer le qualitatif au niveau du projet, mais dans ce cas-ci, même avec une vanne à zéro, on n'irait pas de l'avant avec le projet. Au niveau des possibilités de financement, financement à question privilégiée, vous mentionnez tantôt le négatif du dividende qui est cumulatif, dans le sens qu'il va falloir le payer à un moment donné. On ne pourrait pas voir ça comme un avantage, comme quoi on pourrait avoir une certaine flexibilité dans le versement d'un dividende. À ce moment-là, ça deviendrait un type de financement intéressant. Oui, c'est sûr, mais compte tenu que la base est déjà négative, ça serait difficile d'aller dégager tous les flux monétaires pour pouvoir ensuite verser notre dividende. Ça serait plus difficile de respecter au niveau agrégé à la transaction. Puisque les flux vont avoir tendance peut-être à diminuer plus vite et la barre va diminuer beaucoup. Mais ici, avec le... C'est beau, merci. Alors. Parfait. Je pose une question. Dernière question, peut-être. Vous avez mentionné, parmi vos faiblesses, le fait de fabriquer vos produits en Asie. En quoi est-ce que c'est une faiblesse? C'est à faible coût? C'est certain que ça va y avoir un faible coût par rapport à ça, mais le fait de faire affaire avec des sous-traitants à l'extérieur, on sait qu'entre autres en Asie, c'est qu'ils vont une main-d'œuvre qui est plus coûteuse. Mais contrairement, par exemple, à des sous-traitants qui seraient au Canada ou des choses comme ça, généralement, on sert à la main-d'œuvre plus spécialisée, donc on a un meilleur contrôle au niveau de la qualité. C'est certain que dans votre cas, vous avez des produits qui sont environ de 20$, on ne parle pas de produits haut de gamme non plus. Donc, c'est certain que ça peut être avantageux, mais ça vous soumet par contre un risque au niveau de la qualité de vos produits. Merci.